Programme du soir sur New World. Bienvenue dans Décryptage avec Mamadou Diouf. Nous parlons aujourd'hui de la France. Bonsoir Mamadou et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Alors aujourd'hui nous parlons de la France. Le président français Emmanuel Macron va prendre la parole sur les 100 jours d'apaisement avant la fin de cette semaine. C'est ce qu'a fait savoir l'Élysée. Des ajustements doivent être apportés à l'équipe gouvernementale. Entre-temps, la première ministre Elisabeth Borne a été maintenue à son poste. Mais qu'est-ce qui a mis à mal, à un moment donné, la mission de Madame Borne? En fait, il y a plusieurs choses. Il faut se rappeler que les élections au niveau de la France ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et à l'issue de ces élections, le président Macron, au niveau du Parlement, n'a pas la majorité. Il a une majorité qu'on appelle une majorité relative qui ne lui permet pas, en cas de vote au niveau de l'Assemblée, sans l'appui d'autres députés, de pouvoir faire passer les lois. Et les problèmes avec Mme Borne ont commencé avec cela. Puisque elle a été obligée d'utiliser ce qu'on appelle en France le 49.3. Oui. Bon, puisque ce que les députés font pour bloquer le gouvernement en tant qu'opposition, vous amenez un texte qui doit être étudié. Bon, chaque groupe parlementaire crée des milliers de réformes, même si c'est une virgule, et qu'il va falloir faire discuter avant qu'on ne puisse adopter le texte. Alors qu'avec le système français, il faut aller ensuite au Sénat. Oui. Bon, par rapport à l'agenda de l'Assemblée, ça devient impossible. Mais quand les députés de l'opposition le font, c'est de bonne guerre. Ben, elle est obligée en ce moment d'engager la responsabilité de son gouvernement. Parce qu'en fait, le 49.3, c'est ça, et de faire passer la loi au forceps. Puisqu'au force, on considère que ces discussions seront interminables. Elle vient, elle prend ses responsabilités, elle fait passer la loi sans pour autant que ce soit les députés qui votent comme cela est la règle. Bon, ce 49.3 est une exception, mais n'ayant pas la majorité absolue, elle a été obligée de l'utiliser plusieurs fois, de sorte que certains commençaient à critiquer en disant « Attendez, ce n'est plus une exception, c'est en train de devenir la règle ». Elle a eu une seconde difficulté avec la réforme au niveau de la retraite. En particulier, la partie augmentation de l'âge de la retraite. Ben, vous avez vu les mobilisations au niveau de la France et même des violences qui s'en sont suivies. Ben, pour faire passer cette retraite également, c'était au forcing. Elle n'a pas pu convaincre les gens pour le faire. Tout récemment, tout le monde a vu ce qui s'est passé après la mort de Naël. Ben, une violence qu'on n'attendait pas en principe au niveau de Paris, mais on a vu des choses extraordinaires au niveau de la France en termes de violence. Et après chaque épisode, les gens ont dit c'est fini. Soit elle va démissionner, soit le président de la République va la mettre de côté. Mais il y a plusieurs problèmes dedans. Le premier problème, c'est que quand le président de la République se lève, c'est son droit, et demande à la dame de démissionner ou décide de dissoudre le gouvernement, le problème qui se pose, c'est que le casting n'avait pas été bon. Puisqu'elle a fait combien de temps? Si vous l'enlevez aussi rapidement, ça veut dire que le casting n'a pas été bon. Et certainement, ça amène le président à hésiter à chaque fois qu'on se dit je vais enlever la dame. Ben, après, les conséquences vous reviennent parce que la dame ne s'est pas choisie, c'est le président qui l'a choisie. Mais en même temps, sur la scène politique, c'est comme si cette dame gêne. Parce que quand vous regardez au niveau de l'opposition, vraiment, malgré que ce soit une dame, les gens ne perdent jamais une occasion pour s'en prendre à elle en considérant qu'elle est responsable de ceci, qu'elle est responsable de cela. Mais c'est une dame bien forte, très résiliente, puisqu'elle n'a pas montré de signes de faiblesse. Et on le voit quand Macron l'a confirmé, elle est là pour garder son poste et elle considère même qu'elle va revoir l'attelage gouvernemental pour bien montrer que c'est bien elle qui est chef du gouvernement. Alors, à quel point a-t-elle risqué de perdre son poste au Matignon? Ben, en fait, le risque a été grand avec la crise sur la réforme concernant les retraites. En tout cas, beaucoup de gens pensaient que avec ou après la crise concernant les réformes, il n'y a rien à faire, la dame va partir. Puisque ce n'était pas seulement les partis, vous aviez des syndicats, vous aviez des Français de façon générale. On a vu même des enfants participer à la manifestation en disant qu'ils préparent aussi leur retraite. Ça a secoué le gouvernement. Mais le président Macron avait gardé son cap sur cette affaire de l'augmentation de l'âge de la retraite en particulier, en refusant de reculer. Ben elle, en tant que première ministre, n'avait pas le choix. À l'époque même, les gens disaient à un certain moment qu'elle voulait démissionner.
Tellement les gens se disaient qu'il n'y a plus rien à faire, c'est le départ. Mais elle est toujours là. Et on ne l'a pas vu montrer des signes de faiblesse en allant à l'Assemblée ou à un quelconque autre moment pendant toutes ces périodes difficiles, y compris avec ces dernières émeutes qui ont été quand même extrêmement dures pour la société française de façon générale, pour le gouvernement également obligatoirement, puisque la crise est partie des forces de défense et de sécurité, dont elle porte la responsabilité indirectement, elle et le ministre de l'Intérieur. Alors, Madame Elisabeth Borne a été maintenue à son poste. Qu'est-ce qui a entre-temps joué en sa faveur? Je me dis qu'il y a ce que je disais tout à l'heure, la période pendant laquelle elle a été Premier ministre. Puisque quand même, si on prend un Premier ministre, on s'attend qu'il fasse quand même 2 ans. Dans un pays normal, dans un pays stable. Moins de 2 ans, ça devient de la comédie parce que le Premier ministère, quand même, c'est la coordination de l'ensemble des ministères. Bon, avant même de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces éléments, on a pratiquement 6 mois. Bon, si vous faites 6 mois et puis on dit ça va, mais ça veut dire que vous n'avez même pas encore l'ensemble des clés en main pour pouvoir faire véritablement le travail qu'il faut. Donc ça a dû jouer en sa faveur. Ça aurait été pas seulement son échec à elle, mais également l'échec du président Macron. L'autre élément qui a dû jouer en sa faveur, on va vers d'autres élections. Est-ce que c'est le moment de changer de premier ministre au niveau du parti au pouvoir, alors que ce parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont même pas encore la majorité absolue au niveau de l'Assemblée. Il y a eu des difficultés pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Certainement, il y a un calcul politique, puisqu'en fait, c'est ça, hein, on gère un État, c'est vrai, mais on gère un État à partir d'un parti, à partir d'une coalition. Il y a des calculs qui se font pour que on voit le départ de la personne entraîne telles conséquences d'un point de vue gouvernemental, mais quelles conséquences également d'un point de vue politique. Et c'est pourquoi on a senti chez Macron une sorte d'hésitation, puisque par moment, c'est comme s'il a dit, bon, on fait un test, si ça ne marche pas, on va l'enlever. Il y a même un journaliste français qui taquinait en disant, d'habitude, on n'entendait même pas tout ça, quand ça ne marche pas, on enlève. Ouais. Bon, je n'ai pas fait la vérification pour savoir si ce qu'il dit est vrai, mais il dit que c'est la première fois qu'on nous dit on confirme le Premier ministre, parce que d'habitude, on voit plutôt, on enlève le Premier ministre qu'on confirme le Premier ministre. Mais bon, Macron n'a rien dit pour le moment, il doit parler d'ici la fin de la semaine. Attendons, peut-être quand il va parler, il donnera les raisons qui l'ont amené à maintenir Mme Borne comme Premier ministre. Madame Borne, justement, est chargée de former un nouveau gouvernement. Son entourage parle plutôt de remaniement ou d'ajustement. Qu'est-ce qui explique cet ajustement au niveau de la France? Il y a plusieurs choses. Le nombre de ministres a été dénoncé régulièrement, une quarantaine. Ce n'est pas la règle. En fait, c'est l'Afrique, quoi. D'habitude, c'est en Afrique qu'on voit 40 ministres dans un gouvernement. Ailleurs, vous avez des pays qui n'ont même pas 20 ministres, avec des populations qui dépassent les populations de nos pays africains et qui dépassent également la population française. Donc ça a posé des problèmes. Les gens n'ont pas compris cet attelage gouvernemental. Dans le gouvernement, il y a eu des difficultés. Le ministre de la Justice, bien qu'il soit avocat, on l'a accusé de ceci, on l'a accusé de cela. Il y a un autre ministre qu'on a accusé de viol. Il y a le ministre de l'Éducation qu'on semble n'avoir jamais accepté comme ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est parce qu'il est noir? Mais dès que Pape Ndiaye est arrivé, mais vous avez vu comment les gens ont réagi de façon violente. Vous avez vu comment on ne l'a pas laissé tranquille également pour pouvoir gérer son gouvernement. Il y a déjà ces choses qui sont là, qui bougent. Au niveau des médias français, toutes ces personnes-là sont citées comme étant des personnes qui pourraient quitter le gouvernement ou bien changer de poste. On cite même la ministre des Affaires étrangères. Mais il y a une particularité ici qui va rendre la chose extrêmement difficile. Comme on le sait, Macron, à la source, est un socialiste. Mais Macron n'a pas été porté au pouvoir par le Parti socialiste. Et en créant son regroupement, il a pris aussi bien à gauche, à droite et au centre. D'ailleurs, parfois, les gens disent, on ne sait pas, ils pilotent comment, parce que ce n'est pas ce à quoi on est habitué. Il y a cette question également d'équilibre qu'il va falloir préserver en faisant le remaniement du gouvernement, ce qui ne sera pas une tâche facile pour cette bonne dame.
Alors, le président français Emmanuel Macron va prendre la parole d'ici la fin de la semaine pour préciser le cap clair qui est le sien. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée au monde. Alors, ce deuxième mandat est-il devenu plus difficile pour Emmanuel Macron, on a l'impression? Il commence en tout cas de façon extrêmement difficile. La première difficulté, c'est à l'élection législative, le fait qu'il n'ait pas obtenu la majorité. Il a essayé de revoir les choses en recevant tous les groupes qui sont représentés à l'Assemblée pour essayer d'avoir un accord pour créer une majorité. Il n'a pas été capable de l'avoir. Donc ça, c'était déjà une difficulté qu'il avait perçue immédiatement après les élections, qu'il a essayé de résoudre en essayant de trouver des partenaires parmi les députés pour avoir la majorité et pouvoir gouverner tranquillement. Il n'a pas pu le faire. Ensuite, vous avez ces crises qui se sont répétées. On en a parlé tout à l'heure, qui également ont secoué le gouvernement, donc indirectement le président de la République. C'est vrai que ça n'a pas atteint la longueur de la crise des gilets jaunes, mais c'est des crises qui à chaque fois ont été des crises intenses pour le président de la République, de sorte qu'il était obligé à chaque fois de prendre la parole par rapport à ces situations-là. Ce mandat ne peut pas être un mandat facile pour lui parce que sans cette majorité, cela pose problème. Et il en a terminé, c'est un président partant, donc dans son camp comme dans le camp de ses alliés, les gens également vont commencer à affûter les armes parce que ce n'est pas lui qui sera le prochain candidat et ce n'est même pas évident que son rassemblement va pouvoir continuer quand lui, il ne sera pas candidat. Alors, quels sont les défis qui attendent le prochain gouvernement? C'est les engagements du président au moment de la campagne électorale. Et j'espère qu'il ne va pas les appliquer de façon aussi difficile que la question de la retraite, parce qu'il s'était engagé là-dessus. Comme il l'a dit quand ça a chauffé, il garde le cap, c'est-à-dire il ne recule pas par rapport à la question de la retraite. Il est prêt à discuter, mais il n'est pas prêt à l'abandonner. S'il maintient le cap sous cette forme, mais il continuera à gouverner de façon extrêmement difficile parce que la résistance va continuer aussi bien avec ceux de l'opposition que les branches de la société française qui ne seront pas d'accord avec les réformes que le président de la République veut faire. Puisqu'en France, il faut faire la part des choses. Quand il s'est agi des retraites, ce n'était pas de l'opposition en termes de parti simplement, mais il y avait les syndicats. Vous avez des citoyens ordinaires, puisqu'ils n'étaient pas d'accord, qui se sont mis tous ensemble. Et ça avait donné une certaine force à cette résistance, mais qui n'a pas pu rester aussi forte dans la durée, puisqu'après, la mobilisation commençait à baisser, puisque la lutte a quand même pris du temps. Mais si c'est de la sorte que le président va gouverner, il a au moins la chance de ne pas être candidat aux prochaines élections, ou bien il aurait fait certainement comme Hollande, comme le disait quelqu'un, il n'ose pas être candidat parce qu'il sait déjà ce que les gens pensent de lui. Ce n'est pas la peine d'essayer de prendre encore un deuxième mandat. Lui, comme c'est son deuxième mandat, il peut se dire, mais je n'ai pas d'enjeu en termes de réélection. Donc, je vais faire, même si ça va faire mal, puisqu'en termes de conséquences sur le plan électoral, il ne risque absolument rien. Alors, ces différentes crises ont affaibli la France selon certains. Est-ce que la France a changé finalement? En fait, la France ne veut pas reconnaître qu'il y a des changements en son sein. C'est en fait ça le problème de la France. Il y a des changements qu'on constate à l'œil nu, mais on continue à parler d'une France idéale qui n'est plus là. C'est en fait ça la difficulté. Quand vous entendez le président Macron parler, mais il parle d'une grande France, d'une France puissante, sauf si nous, on ne voit pas bien, on ne voit pas cette France. Parfois même, je me fâche contre mes compatriotes africains en leur disant, mais c'est de dire à chaque fois qu'il y a quelque chose que c'est la France. Vous donnez même à la France une force qui n'est pas la réalité de ce que la France est aujourd'hui. Mais c'est le jeu de Macron. Mais n'oubliez pas que ça avait été également le jeu de De Gaulle. Pour aller au Conseil de sécurité et pouvoir faire partie des pays qui vont avoir le droit de veto. Donc ce n'est pas du nouveau. C'est une façon de faire de la France, de s'imposer en faisant comme si la France porte un certain poids qui n'est pas en vérité la réalité. Maintenant, ça devient plus grave parce qu'il y a cette fragilité cette fois-ci à l'intérieur du pays. Le cas de Naël, par exemple, pose un sérieux problème parce que des Français binationaux, il y en a de plus en plus. Si certains vont jusqu'à dire ces gens viennent, ils veulent changer la population française
pour ceux qui ont la théorie du changement, mais c'est qu'il y a concrètement, d'un point de vue population, c'est comme ça qu'on l'appelle, une mutation qui est là, qui est extrêmement importante, mais qu'il faut intégrer parce que ça fait partie de la France. C'est la France, ce n'est pas autre chose. Mais quand les gens ont du mal à l'accepter, c'est pourquoi quand Naël a été tué, on ne s'est pas appesanti simplement sur le fait que quelqu'un qui appartient aux forces de défense et de sécurité a tué un citoyen français, mais ce débat a été reposé pour dire, attendez, il y a des gens qui sont des Français, qui font partie de la France, mais que l'on considère un peu comme des citoyens de seconde zone. Et tout cela, qui se considéraient comme des citoyens de seconde zone, se sont retrouvés à Naël, mais c'est pourquoi on a vu ce que ça a donné également comme révolte. Ceux qui ont été courageux ont posé les vrais débats en disant, attendez, il faut qu'on revoie la France, c'est quoi? Parce que les bases, les données sont en train de changer, mais c'est le moment de les accepter et de savoir que la France d'aujourd'hui n'est plus la France qu'il y avait il y a 50 ans. Quelle perception ont les Français aujourd'hui du positionnement de leur pays sur les grands dossiers internationaux, comme dans la crise ukrainienne? Une perception qui est multiple. Vous avez certains qui sont sur la ligne de Macron. Il faut que la France pèse dans le concert des nations. Donc, en envoyant les missiles Scalp, par exemple, à l'Ukraine, mais vous avez des gens qui ont appuyé, qui ont considéré que c'est bien, il faut que la France également joue son rôle. Mais vous avez d'autres, y compris Marine Le Pen, qui a toujours montré une certaine réticence par rapport à cette guerre, au point même qu'on l'a accusée à certains moments d'être pro-russe. Elle a dû même s'expliquer devant les médias, puisqu'on lui disait que, mais attendez, c'est un pays indépendant, souverain, qui est envahi. Ouais. Elle a dû s'expliquer, mais pour dire que elle, son camp, ne sont pas sur la même longueur d'onde que le président de la République. Vous avez ce qu'on appelle la France des intellectuels également, ceux qui sont dans le foisonnement des idées, qui ne sont pas totalement d'accord également avec le président de la République sur toute la ligne. Et vous les entendez par des contributions, par des textes signés en commun, remettre en cause un certain nombre de choses ou attirer l'attention du président sur des débats qui doivent se poser aujourd'hui à l'intérieur de la France. Et parfois, eux, ils disent, attendez, la France, ce n'est pas que le concert des nations, mais c'est à l'intérieur également. Et c'est comme si on est en train de favoriser l'image de la France à l'extérieur, au lieu de s'occuper de consolider l'existence de la France à l'intérieur. Alors, en Afrique, il y a aussi cette image qu'il fallait consolider des relations avec le continent. Quels sont les enjeux à ce niveau? Mais les enjeux sont énormes. Pour prendre un exemple tout simple, si on parle français aux Nations Unies, mais c'est à cause des Africains. Puisque on considère que le Togo, la langue officielle, c'est le français. Le Sénégal, la langue officielle est le français. Bon, on a utilisé la méthode la plus simple. Ça veut dire tous les Togolais, tous les Sénégalais parlent français. Ouais. Donc, quand vous mettez ensemble toutes ces populations, entre guillemets, francophones, à l'échelle mondiale, mais ça donne un très grand nombre de personnes qui parlent français. Donc, il y a de quoi faire en sorte que cette langue-là également soit parlée aux Nations Unies. Mais ça veut dire que même d'un point de vue langue, ce n'est pas pour rien que la France travaille avec la francophonie à maintenir le français au niveau d'un certain nombre de pays. Sur le plan économique, la relation privilégiée, qui finalement, c'est l'expression correcte d'un point de vue politique, entre la France et les anciennes colonies africaines, mais fait que la France aujourd'hui se met dans une posture qu'elle n'aurait pas pu avoir s'il y avait entre la France et ses anciennes colonies des relations d'égal à égal. Puisque dans la relation, il y a une exploitation de façon extrêmement claire, que ce soit le bois du Gabon, que ce soit le pétrole du Gabon, que ce soit l'uranium du Niger. Certains pays se sont révoltés pour demander qu'on revoie les choses pour que le pays puisse avoir plus, mais on n'en est pas encore à une relation gagnant-gagnant. Mais si les Africains s'organisent, et c'est ce qu'ils doivent faire, pour que la relation soit des relations gagnant-gagnant, mais vous allez voir que la France, de ce point de vue, d'un point de vue économique, va avoir des difficultés parce que l'aide qui arrive, les marchés qui sont là, permettent à beaucoup d'entreprises françaises de venir faire chez nous ce que des entreprises qui sont sur place auraient pu faire. Et ça participe à l'économie, au développement de l'économie de la France, au lieu de participer au développement de notre économie. Si les Africains travaillaient véritablement à ce patriotisme économique,
la France va le ressentir de façon extrêmement forte, puisque en termes de relations, quand on prend chacun de nos pays, qu'on regarde la balance commerciale par rapport à la France, il y a problème. D'ailleurs, il y a d'autres soucis aujourd'hui pour la France. La Chine, la Russie, les États-Unis, la Turquie, Israël, tous ces pays sont en train également de vouloir profiter de ce qu'il y a sur le continent africain. Et quand ils viennent, la part de marché de la France diminue obligatoirement parce qu'on n'est plus dans une situation de contrainte pour être en commerce exclusivement avec la France. On a la possibilité également de le faire avec d'autres pays. Et la France l'a très bien compris. Elle est en train de faire profil bas actuellement à cause un peu de ce rejet de la France au niveau de la jeunesse en particulier. Mais soyez sûr que les gens sont dans les laboratoires pour mettre en place des stratégies pour que même pendant que la France fait profil bas, que les intérêts français puissent être préservés au niveau des pays africains. En tout cas, l'avenir nous permettra d'y voir plus clair. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Très bonne suite de programme sur New World.